Eu estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Bon, là, c'est parti, c'est le bon moment. On y va. Allez. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est vraiment très, très contents, l'équipe de l'association Auto-Brésil, d'avoir ces panels vraiment très riches, très importants pour l'histoire du journalisme brésilien, des mouvements sociaux brésiliens, de la politique brésilienne, de la culture brésilienne et aussi du foot brésilien. Donc merci beaucoup à Jean, à Leila, à Julien, à Jamil et à Raï d'être ici avec nous ce soir pour partager leurs connaissances, leurs analyses de tout ce qui se passe au Brésil depuis 2 ans et demi et pour la prochaine année qui ne va pas être facile. Parce que comme disent beaucoup d'analystes de la société brésilienne, ce que se passe en ces moments, c'est que probablement Bolsonaro est très affaibli. Mais même s'il perd les élections d'ici un an, en octobre 2022, le bolsonarisme est très inscrit aujourd'hui dans la société brésilienne. Donc, c'est ça le grand défi que nous, les mouvements sociaux, nous, la société civile engagée, nous, les artistes, nous, les journalistes, nous, les footballeurs, nous, cette société qui ne veut plus de l'extrême droite, qui ne veut plus de néofascisme qui représente Bolsonaro et son gouvernement, et tous ces élus avec qui il compose aujourd'hui et qui détruisent le Brésil, qui détruisent l'Amazonie, qui détruisent la culture, qui détruisent les droits fondamentaux. Ces personnes-là doivent partir. Mais leurs idées ne peuvent pas continuer. Et comment faire en sorte que ces idées aussi ne gagneront pas les élections, ils ne seront pas toujours d'actualité après octobre 2022. Ça, c'est un défi commun que nous devons répondre tous en tant que société, mais pas que société brésilienne. Parce que je sais que le premier jour du festival, à un moment donné, je vous ai dit, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe avec la démocratie brésilienne, c'est un danger international. Tous ces mouvements conservatoristes, ou istes, tout ce qu'on veut, cette tendance mondiale doit être débattue et combattue par nous toutes et tous, parce qu'il y a une tendance qui est ici aussi en Europe. Il ne faut pas oublier qu'en avril 2022, nous avons l'élection présidentielle ici en France aussi. Et malheureusement, c'est bien probable que la France aura 2 candidats d'extrême droite. Donc les combats, ils sont ensemble, ils sont ici, ils sont au Brésil, ils sont partout. Donc on ne lâche rien et on continue ensemble. Merci encore à nos panélistes de ce soir. Je passe la parole à Jamil qui va commencer. Et j'ai une petite question à Jamil. J'aimerais bien qu'il nous fasse un bilan de ces 2 ans et demi des gouvernements Bolsonaro, ces temps d'extrême droite au pouvoir, et quels aussi ont été les rapports au niveau international. Parce que Jamil Chad, il est correspondant. Il a un des blogs politiques plus liés au Brésil, dans le UOL, le portal UOL au Brésil. Donc il suit le Brésil et la politique brésilienne de Genève où il habite. Il couvre tout, la politique internationale, la répercussion des politiques brésiliennes à l'international. Merci beaucoup, Jamil, et je te passe le micro. Obrigado, Erika. Merci beaucoup. Eu vou falar em português e, antes de mais nada, agradecer Erika, os organizadores. A iniciativa é absolutamente fundamental e todos os outros panelistas aqui. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier Erika, les organisateurs et tous les autres participants aujourd'hui. De fato, esse é debate absolutamente fundamental porque o que está em jogo é muito mais do que uma eleição. Et donc c'est un débat absolument fondamental parce que ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une élection. O que nós vimos nos últimos 2 anos e meio foi, vocês sabem disso, uma destruição enorme da reputação e da credibilidade do país. Bon, ce qu'on a vu ces 2 dernières années, c'est une destruction énorme de la réputation et de la crédibilité de notre pays. Mas isso não é debate sobre eu, brasileiro, andar de cabeça erguida na Champs-Élysées.
Mais le thème du débat, ce n'est pas que je puisse marcher la tête haute sur les Champs-Élysées. A destruição da política externa, pelo menos com os objetivos de desenvolvimento, ela tem como maior vítima a própria população brasileira. La destruction de la politique externe mise en œuvre par le gouvernement, elle a comme principale victime la population brésilienne. A política externa é política pública. Les politiques externes sont des politiques publiques. E, portanto, quando há uma destruição dessa política externa, o que existe, no fundo, é uma destruição dos investimentos também no Brasil. Donc quand on parle de destruction de la politique extérieure, en fait on parle de destruction des investissements à l'étranger. E destruição dos investimentos significa a destruição dos empregos. La destruction des investissements, c'est la destruction des emplois. Vamos tentar entender os três elementos que contribuíram para essa destruição dessa reputação e dessa credibilidade do Brasil. Tentons de comprendre les trois éléments qui ont contribué à la destruction de cette crédibilité et de cette réputation du Brésil. A primeira, crise ambiental, La première, c'est la crise environnementale, que certamente o mundo descobriu Bolsonaro pelas chamas da Amazônia. car le plus probable, c'est que le monde ait connu Bolsonaro avec les incendies en Amazonie. O segundo ponto é a crise sanitária, que trouxe o negacionismo do bolsonarismo para a cena internacional. Le deuxième point, c'est le négationnisme pendant la crise sanitaire qui a montré l'incompétence de Bolsonaro à la planète entière. E o terceiro elemento internacional na verdade, é a ameaça à própria estabilidade democrática na América do Sul, Et le troisième élément, c'est la menace à la stabilité démocratique de l'Amérique du Sud, com impacto geopolítico claro. avec un impact politique déjà très clair. Então, nós temos, no fundo, três elementos que contribuíram de uma forma conjunta para essa destruição da credibilidade internacional. Donc on a trois éléments concrets qui expliquent la destruction de la crédibilité internationale du Brésil. Agora, ao contrário do que a gente poderia imaginar, não houve o desaparecimento do Brasil no cenário internacional. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas eu de disparition du Brésil sur la scène internationale. O que houve, no fundo, foi uma estratégia deliberada Ce qu'il y a eu, c'est une stratégie délibérée para tentar romper um sistema. pour essayer de rompre un système. Eles têm um objetivo, método e muito dinheiro. Ils ont un objectif, une méthode et beaucoup d'argent. Vou contar uma pequena anedota. Je vais raconter une petite anecdote. No dia 6 de janeiro de 2021, Le 6 janvier 2021, a secretária de família do governo Trump la secrétaire de la famille du gouvernement Trump mandou um e-mail para os seus aliados, a envoyé un email à ses alliés dizendo basicamente o seguinte: en leur disant la chose suivante. En gros, foi um grande prazer ter servido nesse governo c'était un grand plaisir de travailler pour ce gouvernement e estamos deixando o poder porque perdemos a eleição. et on quitte le pouvoir parce qu'on a perdu l'élection. Secretária de família do governo Trump era aquela secretária que defendia, entre outras coisas, a família tradicional. La secrétaire de la famille du gouvernement Trump, c'était quelqu'un qui, entre autres choses, défendait ce qu'on appelle la famille traditionnelle. Anti-aborto, Anti-avortement, anti-LGBT, anti-LGBT, etc. etc. E ela completa o e-mail dizendo o seguinte: Et elle termine le mail en disant la chose suivante. nós estamos deixando o poder, Nous quittons le pouvoir, mas para maiores informações e para continuar a luta, mais pour vous informer et pour continuer la lutte, favor entrar em contato com a Embaixada do Brasil em Washington. veuillez rentrer en contact avec l'ambassade du Brésil à Washington. Então é muito mais sério do que ser pária. Donc c'est encore plus grave que d'être un paria. O Brasil hoje é dos agentes da destruição do sistema de direitos humanos no mundo. Le Brésil est aujourd'hui un des agents de la destruction du système des droits de l'homme dans le monde. Com isso eu queria concluir, para deixar espaço para todos aqui, Et donc je voudrais conclure pour laisser la parole aux autres aussi, para dizer o seguinte: en disant la chose suivante. o governo brasileiro hoje é uma ameaça interna para o direito dos brasileiros Le gouvernement brésilien est aujourd'hui une menace interne pour les Brésiliens e atua no exterior et il agit à l'extérieur para garantir que o atual sistema, que levou 30 anos para ser montado, pour garantir que le système actuel qui a été construit pendant plus de 30 ans seja desmontado. soit démonté. O Brasil tem um papel, o governo Le brasileiro, gouvernement brésilien a un rôle, o papel de justamente quebrar e romper o consenso internacional
sobre elementos que eram colocados como garantias. Le rôle de ce gouvernement est de briser le consensus international sur ce qui était considéré comme des droits garantis. Gênero, Les questions de genre, acesso à educação sexual l'accès à l'éducation sexuelle e vários outros temas nesse mesmo et sentido. divers autres thèmes dans le même genre. Então, portanto, só para concluir, o governo, o governo brasileiro é uma ameaça interna e é uma ameaça internacional real. Donc le gouvernement brésilien est une menace interne et une menace externe, internationale, réelle. E por isso que a luta não é só dos brasileiros. Et c'est pour ça que la lutte ne doit pas être menée que par les Brésiliens. E por isso que essa luta também precisa envolver a comunidade internacional. Recording in progress. Elle doit aussi mêler la communauté internationale. Caso contrário, Sinon, já é você? Estados Unidos. Estados Unidos. Embaixada do ócio. A ameaça a comunidade internacional la communauté internationale não pode ficar ne passivamente peut pas rester passive olhando o Brasil, à regarder le Brésil. porque o que está em jogo é o sistema internacional de Ce direitos qui est en jeu, c'est le système international des droits de l'homme. E eu concluo aqui, depois continuamos o debate. Et donc je conclue, mais on continuera plus tard dans le débat. Merci beaucoup, Jamil, pour ces premiers éclaircissements. On va revenir sur cette question sur la place du gouvernement brésilien dans les scénarios internationaux. J'aimerais bien passer la parole à Jean-Louis. Jean Kéliou, tu m'entends, hein? Oui. Donc, une question que je voulais te lancer, c'est parce que Jean, il était député fédéral au Brésil pendant plusieurs années, plusieurs mandats. Fin 2018, il a dû s'exiler en Europe. Et il a toujours fait partie du parti du PSOL. Et récemment, il a changé de parti. Il s'est affilié au Parti des travailleurs, au parti de Lula, de Dion. Et on voit que les scénarios qui se dessinent actuellement, on est un an encore de l'élection brésilienne, présidentielle, mais ça se dessine quand même en scénario d'un duel Lula et Bolsonaro. Donc Jean, j'aimerais bien que tu parles de pourquoi tu changes de parti. Pourquoi c'était important pour toi dans ces moments de la vie démocratique brésilienne de faire ce choix? Ok. Boa tarde a todas e todos vocês. Estão todas e todos me ouvindo? Bon après-midi à tous, vous m'entendez tous bien? Maravilha. Merveilleux. Boa tarde, Raí. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Érica. Agradeço ao Telebrasil pelo convite. Peço desculpas pela a minha ausência presencial, por mais contraditória que seja essa expressão, e minha presença aqui online, mas eu sou imigrante, como imigrante eu estou sujeito a certas burocracias que fogem do meu controle. Donc je voudrais remercier Raï, Jamil, Erika et tout le monde et m'excuser de ne pas être présent physiquement. Je suis là online parce qu'en tant qu'immigré, je suis soumis à certaines bureaucraties. Eu vou, para ser objetivo, eu vou retomar a partir do que Jamil falou, né? Discutir o destino político do Brasil hoje, na verdade, o destino político do Brasil hoje não interessa apenas a nós brasileiros, mas interessa a todo mundo. Alors je vais prendre la suite de ce qu'a dit Jamil et dire que le futur de la politique brésilienne, ce n'est pas quelque chose uniquement pour les Brésiliens, mais c'est quelque chose qui nous concerne le monde entier, nous tous. Primeiro porque diante do colapso climático, do aquecimento global e do colapso climático, a Amazônia tem um papel fundamental na regulação do clima. Então, uma política de preservação da Amazônia é de interesse de todo mundo. Alors d'abord parce que, par exemple, avec la question du changement climatique, le rôle de l'Amazonie a des conséquences pour le monde entier.
E o segundo ponto é porque, claro, o enfrentamento da pandemia de Covid-19 deve ser um enfrentamento global, justamente porque se trata de uma pandemia, não de uma enfermidade endêmica ou mesmo de uma epidemia no nosso país, mas uma pandemia. Então, uma política sanitária que impeça o surgimento de novas cepas que ameaçam o mundo também interessa todo mundo e não só o Brasil. Et aussi donc parce que le Covid-19 est une pandémie, pas une épidémie, pas un problème national, mais quelque chose qui a des conséquences sur le monde entier. Et donc l'omission du Brésil a des conséquences en termes internationaux sur la création de nouveaux variants. E o terceiro aspecto, esse me diz respeito mais pessoalmente, não só porque eu estou estudando esse fenômeno, mas porque eu vivi já nesse fenômeno. O terceiro aspecto diz respeito à infodemia ou à pandemia de desinformação que tem alastrado o mundo e permitido que governos de extrema-direita ou governos de extrema-direita alinhados com o neoliberalismo tenham ascendido em diferentes partes do mundo. Et le troisième point qui me concerne plus personnellement, non seulement parce que c'est ce que j'étudie, mais c'est aussi parce que j'en ai souffert les conséquences, c'est l'infodémie ou la pandémie de désinformation qui a eu lieu, qui nous affecte et qui a des conséquences dramatiques en ce moment. Não que o fenômeno da desinformação tenha surgido agora, ou a relação entre mentira e política seja nova. Não é isso. Ce n'est pas que la désinformation c'est un phénomène nouveau ou que la relation entre politique et mensonge surgisse maintenant. Non, ce n'est pas ça la question. Podemos lembrar, por exemplo, que o direito à informação entra no rol dos direitos humanos justamente depois da experiência medonha, trágica, traumática para a humanidade, que foi a experiência do nazismo e da solução final do Holocausto. Rappelons que le droit à l'information est inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, justement suite à cette tragique crise qui a été la Deuxième Guerre mondiale avec le nazifascisme. Ou seja, as mentiras nazistas, as mentiras e a propaganda nazista, e aí a gente pode chamar isso de desinformação, essa experiência terrível ela foi fundamental para que as Nações Unidas pensassem no direito do cidadão à informação de qualidade, à informação como um direito humano. La propagande nazie et la désinformation, on peut appeler ça comme ça, ont été fondamentales pour que les Nations Unies prennent en compte cette question du droit à l'information dans l'élaboration des droits de l'homme. E nós vivemos um momento em que nunca houve terreno tão fértil para desinformação e para mentira, para o uso da mentira na política. Graças às novas tecnologias da comunicação e da informação e ao que estamos chamando de capitalismo de plataforma ou estados-plataforma. Et donc nous vivons dans une époque où nous avons un terrain fertile comme il n'a jamais été pour la désinformation avec les réseaux sociaux et ce qu'on peut appeler le capitalisme de plateforme. Ou seja, o fato de nós lidarmos com essas novas tecnologias, com as chamadas mídias sociais, que são mídias, espaços de relação online pertencentes a plataformas, esse fato faz com que a gente forneça diariamente informações muito precisas sobre nós. Le fait que nous ayons maintenant des réseaux sociaux, des médias sociaux à notre portée de main, sont en fait des médias qui appartiennent à des plateformes multinationales et auxquels nous donnons des informations très précises et très complètes sur nous-mêmes au quotidien. E essas informações, elas vêm sendo utilizadas para interferir em processos decisórios e para manipular setores da população, né? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos e da ascensão do Donald Trump, ou pegarmos o processo de saída do Reino Unido da Europa. Esses dois processos, para falar de dois processos fora do Brasil, esses dois processos foram contaminados pela desinformação. Donc on peut citer l'exemple de deux processus qui ont été contaminés par la désinformation.
donc l'élection de Donald Trump et le Brexit. E o Brexit, foi o processo decisório sobre em que o Reino Unido saiu da Europa. Donc le Brexit, vous le savez, c'est le processus de la décision qui a amené à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Esses dois processos acontecem quase que simultaneamente ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff no Brasil. O impeachment de Dilma Rousseff foi, na verdade, um golpe que dependeu muito de um processo de desinformação. Ces deux processus sont pratiquement simultanés à l'impeachment de Dilma Rousseff, et un impeachment qui était en fait un véritable coup d'État qui était lié à la désinformation. E o governo Bolsonaro é governo que herda, Bolsonaro é o presidente que se elege com base na desinformação, com base na mentira, nas fake news, na manipulação e na fraude. Bolsonaro est un président qui se fait élire sur la base des mensonges, de la dissimulation et de la fraude, et son gouvernement hérite donc de tout cet actif. E que depois de se eleger utiliza a desinformação como método de governança. Et après son élection, il va utiliser la désinformation comme méthode de gouvernement. Então, não se trata apenas de negar fatos aos seus cidadãos, de esconder informações, algo que muitos governos já faziam antes. Il ne s'agit pas simplement de nier les faits qui ne les arrangent pas ou de cacher des informations à leurs citoyens. C'est beaucoup plus que cela. Mas utilizar toda uma infraestrutura digital, né, uma infraestrutura possível graças a essas novas tecnologias da comunicação e da informação. Il y a l'utilisation de toute une infrastructure digitale à partir de toutes ces plateformes de la communication et de l'information. E claro, todo esse hardware, toda essa infraestrutura vem acompanhada de um software, ou seja, de uma economia de mentira, de uma economia de produção da mentira, da desinformação e da manipulação. Tout cet hardware, toutes ces technologies, ils sont accompagnés par un software qui sont les mensonges qui sont diffusés à grande échelle. Utilizada não só no assédio e no assassinato de reputações de adversários e críticos do governo. C'est utilisé non seulement pour l'harcèlement et l'assassinat de réputation des personnes qui critiquent le gouvernement, mas sobretudo para tocar uma política sanitária que resultou em 600.000 mortos até o momento. Mais avant tout pour mettre en place une politique sanitaire qui a causé la mort de 600 000 personnes jusqu'à présent au Brésil. Contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde e contrariando a comunidade científica mundial, en sens contraire de ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé et la communauté scientifique mondiale, o governo Bolsonaro decidiu apostar na imunidade de rebanho, ou seja, estimular a população brasileira a se infectar ao máximo para, nesse número enorme de infectados e de mortos, se gerar uma imunidade de rebanho. E o governo decidiu fazer isso porque o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, não queria que a economia brasileira parasse. Le gouvernement Bolsonaro a parié sur l'immunité de masse du troupeau par contamination. C'est pour ça qu'il fallait contaminer la population pour arriver à une immunité à terme. Tout ça parce que le ministre de l'économie, Paulo Guedes, a considéré qu'il ne fallait pas faire ralentir l'économie. Então é importante, já para concluir minha fala, que a gente perceba que não se trata apenas de um monstro, né? No sentido que as pessoas gostam de pensar na monstruosidade como responsabilidade individual, apenas de um indivíduo, de Bolsonaro, ou no máximo de Bolsonaro e sua família. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un monstre, d'un individu monstrueux, de quelqu'un d'individuel, ou Bolsonaro et sa famille. Mas de uma racionalidade monstruosa que tem a ver com o neoliberalismo em termos internacionais. C'est une rationalité monstrueuse qui est liée au néolibéralisme à l'échelle internationale.
em termos nacionais, tem a ver com uma elite, não vou usar essa palavra elite, não, desculpe, tem a ver com uma classe dominante, predatória, racista, homofóbica, e que controla a maioria das instituições do Brasil. Et au niveau national, c'est lié à l'élite. D'ailleurs, pardon, je ne vais pas utiliser ce mot, je vais utiliser le mot classe dominante, qui est prédatrice, homophobe, et il y avait un troisième adjectif. Uma elite que, para seguir com seus privilégios e com seus negócios, é capaz de queimar a Amazônia para transformar em pasto de gado e exterminar os povos indígenas que ainda restam na floresta. C'est une classe dominante qui est prête à détruire l'Amazonie pour en faire des pâturages et exterminer les populations indigènes pour faire plus de profit. Je vous remercie. Oui, merci Jean. On revient sur ma question tout à l'heure. Je n'ai pas oublié. Mais on reviendra, il y aura le débat. Donc je vais maintenant passer la parole à Leila Xavier, qui est prof, enseignante, chercheuse sur le cinéma noir, et aussi militante des mouvements sociaux. Et Leila, ma question est plutôt, on est dans le cadre des élections, dès l'élection présidentielle de 2022, mais est-ce que les forces des gauches ne sont pas, elles, trop préoccupées par cette élection? N'oublie-t-elle pas l'organisation des mouvements sociaux et tous les dégâts qui d'ici là, Bolsonaro, son gouvernement peuvent causer? Et est-ce qu'il y a plus de mobilisation des mouvements là-dessus, notamment ce qui concerne les problématiques structurelles de la société brésilienne, comme le racisme et la violence policière? Perfeito, pergunta. Tá. Eu queria agradecer a organização pelo convite e pela responsabilidade, né, de falar sobre questões bastante profundas e caras para nós brasileiros. Bom, não é policial. Pardon. Déjà, je voudrais remercier l'organisation du festival. C'est l'occasion de parler de ces questions qui sont si importantes pour le Brésil. De fato, a gente está vivendo um momento muito difícil. Nous vivons en effet un moment très difficile. E existe uma crise institucionalizada, né, que é a questão das esquerdas. Isso aí a gente é preciso que a gente tenha bastante coragem e também ao mesmo tempo delicadeza e para fazer uma fala e para nortear nossas ações diferente do ódio que está pairando, né, nessa conjuntura. Donc c'est très important, nous avons une crise au niveau institutionnel à gauche et il est important que nous ayons de l'intelligence et de la délicatesse pour nous différencier des méthodes de haine de nos adversaires. E é importante que a gente, pelo menos eu vou nortear minha fala, partindo de um pensamento de dois filósofos, né, de dois intelectuais. Alors pour garder moi, je vais me guider par la pensée de deux philosophes, deux intellectuels. Que é o Achille Mbembe e a Conceição Evaristo. Et Conceição Evaristo. E ainda no campo que a Érica coloca sobre responsabilidade, né, e sobre como que a gente vai remontar, né, esse cenário que foi desmontado, né, frente a essa urgência, que eu penso que a tarefa prioritária nossa. Et donc, il faut voir comment on va répondre un peu la question d'Erika. On va faire pour reconstruire dans cette situation d'urgence. É derrotar esse projeto bolsonarista, porque é importante que a gente entenda que tem muitos Bolsonaros, então não adianta a gente pensar na figura do Bolsonaro. Donc, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a plein de Bolsonaro, mais il n'y a pas simplement un individu. Dans le micro, il ne marche pas bien.
Pegou no PT aí. Ça marche? Existe um projeto em curso, Il y a un projet en cours que é um projeto neofascista. qui est un projet néofasciste. E aí eu vou deslocar um pouco a minha fala, diferente dessa pauta, né, que é já extremamente conhecida, Donc je vais m'éloigner de ce sujet qui est déjà extrêmement connu e para trazer um pouco para o meu lugar, que é o meu lugar, né, de falar um pouco pour parler de là où je parle, dessa necropolítica, de la nécropolitique, que é um conceito do camaronês, né, qui filósofo est camaronês, le concept Achille du Mbembe, philosophe camerounais Achille Mbembe, que é o poder da morte. nécropolitique ou le pouvoir de la mort. Então, esse poder da morte, ele se materializa de forma integral no governo Bolsonaro. Ce pouvoir de la mort, il se manifeste de manière intégrale dans le gouvernement Bolsonaro. E esse poder da morte, né, a escolha, a seleção de quem vai viver e de quem vai ser descartável, Ce pouvoir de la mort, cette sélection de qui doit vivre et qui est jetable, é o que a gente tem vivenciado. E aí, c'est ce qu'on a dans notre vécu. e essa escolha, né, esse genocídio, Ces é choix, ce praticado pelo génocide, próprio Estado. est pratiqué par l'État lui-même. Então, hoje, nós temos não vou aqui elencar para não manchar esse debate de sangue, né, mais do que já está, Donc on va pas mettre plus de sang qu'il n'y en a déjà dans ce débat, mas é importante a gente mostrar que mais dentro dessa seleção existe um alvo, il est important de démontrer que dans cette sélection, il y a une cible. que é, né, a população negra, Et os c'est indígenas la population noire, les autochtones e os pobres, et les pauvres. né? Então, haja vista aí Donc on garde ça en vue, os números, né, en voyant les chiffres das vítimas da des Covid, victimes de la Covid. O número de assassinatos que tem ocorrido, né, os números dentro das favelas e Le nombre periferias, d'assassinats qu'il y a dans les favelas, dans les périphéries, e é óbvio, sem querer fazer uma fala vitimista, et bien entendu sans vouloir être dans un discours victimaire, se a população negra é majoritariamente, né, a maior parte da população brasileira, então é esse segmento que mais vai morrer. vu que la population noire est la majorité de la population brésilienne, c'est aussi la majorité des victimes. Então, dentro da necropolítica, a gente pode citar aí como alguns exemplos bastante evidentes. Né? No primeiro ano do mandato dessa coisa que a gente tem que evitar até dizer o nome, né? Aquele que não se diz o nome. Et donc, dans la première année du gouvernement de cette chose qu'on n'ose même pas nommer, là, cette personne qui ne doit pas être nommée, A gente tem aí carro de músico que é metralhado com 80 tiros pelo exército. il y a l'histoire de la voiture d'un musicien qui s'est pris 80 tirs de balles par armée. E qual foi a argumentação? Né? Que era suspeito porque era negro. L'argumentation était que cet homme était suspect et qu'il était suspect parce qu'il était noir. E aí a gente tem aí há pouco tempo, que escandalizou o mundo, a Ça a chacina do scandalisé. Il y a eu le Jacarezinho, massacre du Jacarezinho, de la favela du Jacarezinho, e 28 morts. para sair do cenário do sangue, a gente tem as outras formas de morte, Il y a né, pas que que le são sang, il as y a mortes d'autres simbólicas. de... Pardon, non. Il y a aussi d'autres types de morts, il y a les morts symboliques, Que é a destruição do meio ambiente, avec la destruction de l'environnement, da cultura, de la da culture, educação, de l'éducation, da arte, de l'art, ataque à les democracia, attaques contre la démocratie, ataque às les liberdades. attaques aux libertés. Enfim, nós temos aí ataque frontal Nous avons des attaques frontales aos direitos fundamentais. aux droits fondamentaux. E isso para caracterizar um pouco do que tem sido na prática a necropolítica para a população Et donc, negra. c'est pour caractériser un petit peu ce qu'est la nécropolitique dans la population noire brésilienne. Para vocês terem uma ideia do racismo no Brasil, On fait une du racisme au Brésil, ele é mais danoso do que o Covid. il cause plus de morts que la Covid.
porque assim, a população, o genocídio da população negra, ela não surge com o Covid. Le génocide de la population noire n'a pas surgi avec le Covid. E a gente está séculos aí resistindo. Et ça fait des siècles qu'on résiste. Então, mudando, né, me apropriando um pouco e para depois a gente ter oportunidade de dialogar mais no debate, eu vou também sair um pouco desse lugar da tragédia e falar do outro lugar que é o pensamento um pouco da Conceição Evaristo. Et donc, pour sortir un petit peu de ce thème tragique, je voudrais me rapprocher de la pensée de Conceição Evaristo. Que ela diz o seguinte: eles combinaram de nos matar. Ils ont décidé de nous tuer. E nós combinamos de não morrer. Mais nous, on a décidé de ne pas mourir. E a gente, quando a Conceição fala que combinamos de não morrer, Et quand elle dit nous avons décidé de ne pas mourir, está embutido aí também a resistência, também on a va reação, entendre la résistance aussi, la réaction o que está posto. à ce qui a été mis en place. E a gente resiste de diferentes maneiras. On résiste de différentes manières. Aqui, esse festival Ici, é avec ce um festival, ato de c'est un resistência. acte de résistance. As manifestações, né, Les maravilhosas manifestations que têm ocorrido no merveilleuses Brasil, qui ont eu lieu au Brésil, que a população está desafiando a pandemia, où la population défie la por pandémie, entender parce que o qu'elle vírus, comprend que le virus né, aquele que a gente não diz o de nome, celui dont é on ne mais parle pas nocivo. est encore plus nocif. Então, a gente tem assistido aí, como esses 3 dias do festival, Donc on com assiste todo avec les 3 corte, jours de festival avec toutes les, com todo corte de verba para avec toutes les a coupes budgétaires arte. pour les arts, A gente tem aí o incêndio da Cinemateca de São l'incendie de la Paulo, Cinémathèque de São Paulo. mas a gente está aí Mais on est produzindo encore là, on produit e resistindo de diferentes maneiras. et on Então, résiste de diverses manières. trazendo de volta para o que a Érica me Donc, perguntou, je me de rapproche que maneira a gente vai reagir a essa política, com lucidez, réagit à cette politique avec entendendo que não tem salvadores da pátria, entendendo que é a organização en comprenant qu'il n'y a pas de sauveur de la patrie, il faut que s'organiser. vai ter o poder de transformar, porque C'est en s'organisant qu'on aura le pouvoir de transformer les choses parce que a gente não pode, de novo, cometer os mesmos erros, on porque ne peut não pas existe reproduire espaço, les mêmes erreurs. não existe espaço vazio. É fato que o projeto bolsonarista ele está em curso, mas ele encontrou um terreno fértil. E eu acho que, nesse momento, é nesse lugar da reflexão que a gente tem que pensar no projeto de derrota desse projeto. La nature a horreur du vide, et si le projet Bolsonaro est en cours, c'est parce qu'il avait trouvé un terrain fertile. Et donc c'est à ça qu'il faut garder à l'esprit pour construire notre projet. Assim, só para finalizar mesmo, em 2013, En 2013, as manifestações, e aí é uma autocrítica il y a eu des manifestations, et là, je fais mon autocritique que nós, e eu também estou me incluindo, da Je me esquerda, à gauche. temos que fazer. Il faut que nous fassions notre autocritique sur les manifestations de 2013. Será que todos na manifestação de 2013 eram fascistas? Est-ce qu'il n'y avait que des fascistes dans les manifestations de 2013? Né? Então, e quase 6 meses depois, o Rio de Janeiro 6 mois plus tard, elegeu o Crivella, que ils ont é... élu Crivella à Rio de Janeiro. Então, acho que, para além de pensar na derrota do Bolsonaro, Et é donc, au-delà de la fundamental défaite de Bolsonaro, ce qui est fondamental, que façamos uma reflexão c'est que nous menos fassions une réflexion apaixonada da realidade para a gente poder transformar o que está posto. une réflexion moins passionnée sur la réalité pour pouvoir changer la réalité. Merci beaucoup Leïla de nous amener aussi cette réflexion des terrains et des mouvements. Et dans le même sens de la question que je posais à Leïla, je vais la poser aussi à Julien Boal. Julien, il est facilitateur de théâtre, il travaille beaucoup avec le théâtre de l'opprimé, ou le théâtre de l'opprimé, do Dalmoço Boal. Et donc, Julien, dans ces mêmes sens, est-ce que aujourd'hui, avec la question du jeu électoral, les forces des gauches, de nouveau, et c'est la même question quasiment,
ne sont pas assez mobilisées, elles sont trop mobilisées par l'élection. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi de résister? Et comment le monde culturel se mobilise actuellement et comment il apporte aussi, contribue à la résistance? Bonsoir. Je vais essayer de parler assez lentement, parce que je vais parler en français, et j'imagine qu'il y a des Brésiliens qui sont dans la salle, donc je vais essayer de parler lentement, ce qui est assez difficile pour moi. Donc si je parle trop vite, vous me le dites. Voilà, en fait, bon, d'abord, remercier l'invitation, remercier les personnes qui sont présentes, remercier les personnes qui ont parlé avant moi. Et je vais faire exactement comme les personnes qui ont parlé avant moi, je ne vais pas répondre directement à Erika. Je vais faire tout un détour avant d'arriver à ce point-là. Donc, la première chose que je voudrais dire, en fait, c'est pour ramener une phrase, pas vraiment une phrase, une idée d'un philosophe brésilien qui est très important, qui s'appelle Paulo Arantes. Et Paulo Arantes dit que la grande nouveauté de Bolsonaro, en fait, c'est que Bolsonaro a ramené la politique à son expression la plus crue, à son expression la plus dénudée, c'est-à-dire que c'est un conflit, la politique. Que la politique, c'est une lutte, que la politique, c'est une guerre. Et ça, c'est quelque chose que Bolsonaro répète à tout instant. De mettre la politique comme une lutte fait en sorte que Bolsonaro reprenne des termes que nous, à gauche, on est assez surpris de le voir reprendre, puisqu'il y a 6 mois, 1 an ou quelques années, on était exactement à dire ça. Quand Bolsonaro dit « il n'y a pas d'institution neutre », le tribunal, Suprême Tribunal Fédéral, je ne sais pas l'équivalent, le Conseil constitutionnel, je crois que c'est ça l'équivalent en français. Quand les juges les plus importants du Brésil statuent sur telle loi, ce n'est pas juste un jugement neutre, mais c'est un jugement idéologique. À gauche, on le disait, on l'a dit depuis tout le temps, en fait. On l'a dit depuis tout le temps. Et là, c'était assez amusant de voir le film d'avant, où on voyait tous ces politiciens de gauche dénoncer la Globo. Comme Bolsonaro, aujourd'hui, dénonce la Globo. Il y a jusqu'à très peu de temps, nous, on parlait en termes de prisonniers politiques. On était dans la rue pour défendre la liberté de Lula, en disant que Lula était un prisonnier politique. Bolsonaro est en train de dire la même chose par rapport à Roberto Jefferson. Et ça vient, à mon sens, pour développer un peu l'idée de Arantes, ça vient de cette conception de la politique en tant que lutte, et non pas comme une concertation d'intérêts divergents, mais qui ne seraient pas contradictoires entre eux. On pourrait créer une harmonie de ces intérêts-là. On pourrait faire en sorte que tout le monde s'assoie autour de la table. C'est ce que me disait un ami commun avec Eric, dont je tairai le nom, qui est un militant du mouvement des Sans-Terre. Il disait, voilà, la politique du Parti des travailleurs, en fait, c'est une politique postmoderne. Pourquoi c'est une politique postmoderne? Parce qu'on peut donner à l'un, on peut donner à l'autre, il n'y a pas d'antagonisme. Tout va bien. Par exemple, il y a de l'espace pour l'agriculture familiale, pour l'agriculture agroécologique et pour l'agro-industrie. Il y a de la place pour tout le monde. Ce que Bolsonaro dit, c'est que non, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et nous, là je reviens aux élections, ce qui me fait peur, c'est alors que quelque chose soit clair, que Lula et que les gouvernements du Parti des travailleurs aient été les meilleurs gouvernements possibles qui jamais existé au Brésil, ça je pense que c'est un consensus entre nous, c'est pas que le problème se pose. Le problème se pose quand la politique de Lula, si la politique de Lula pour le prochain mandat se veut une politique de conciliation encore, comment faire cette conciliation-là? Parce que le ciment de cette conciliation-là, ça a été l'argent. Et qu'il n'y a plus d'argent au Brésil. Il y a une crise économique qui est une crise économique mondiale. C'est-à-dire que certes, Bolsonaro est un gestionnaire de la pire espèce, il est vrai. Néanmoins, Fernandez en Argentine, qui est un gouvernement de gauche, avec Cristina Kirchner, qui disait en campagne que c'était la fin du néolibéralisme en Amérique latine,
ils affrontent une inflation plus grande que celle brésilienne. Aux États-Unis, il y a de l'inflation. Donc, comment faire quand le ciment de la conciliation n'existe plus? J'ai vu des magazines de BTP, de bâtiments et travaux publics, au Brésil, où on voyait, en couverture, comment faire de l'argent en construction des habitations populaires, des habitations pour les plus pauvres. Aujourd'hui, cette négociation win-win, on gagne d'un côté, on gagne de l'autre, elle n'est plus possible. Je ne pense pas qu'elle soit possible. Donc comment faire demain si l'élection de Lula, comme tous ici on l'espère, a lieu et qu'il est élu? Ce ne sera pas un moment de répit dans la lutte, ce sera un moment d'accentuation de la lutte, comme ça l'a été quand Dilma a été élue. Ça n'a pas été une fin de la lutte. Les journaux qui aujourd'hui, comme la Folha de São Paulo, comme o Globo, qui sont contre Bolsonaro, demain se tourneront contre Lula. Et il y aura les églises évangéliques, et il y aura les milices, et il y aura les grands empresarios capitalistes, comme Luciano Hang, qui avant-hier, je crois, a parlé devant la commission du Sénat brésilien. C'est marrant, il traduit plus vite que je ne parle. En fait. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, c'est bien, c'est moi qui vous traduis en fait. Mais pour revenir à ce que je disais, donc ce segment de la classe brésilienne donc, sera pour Bolsonaro, les églises évangéliques seront pour Bolsonaro, et donc comment faire? Et donc ça c'est une grande question, et je pense que c'est une grande question parce qu'il ne pourra pas avoir une adhésion sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Ce que disait Mujica, qui est une personnalité très respectée, ancien président de l'Uruguay, qui disait notre grande erreur, ça a été de créer des consommateurs et non pas des citoyens, comment ne pas répéter cette erreur-là? Et je pense que là, pour le coup, la culture a un vrai rôle à jouer. Rien que dans la favela d'Amalé, la plus grande favela de Rio, 130 000 habitants, il y a 40 groupes de théâtre, 40 groupes de théâtre populaires, qui ont une capillarité que la gauche institutionnelle n'a pas, qui sont tout le temps autoréflexifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler d'eux-mêmes tout le temps à un public avec qui ils ont un lien organique. Ce sont leurs mères, ce sont leurs pères, ce sont leurs voisins qui se présentent dans ces spectacles-là. Et à mon sens, si on a une imagination de la politique culturelle que dans la on va leur fournir de l'argent, on va leur fournir des meilleures lumières, on aura perdu une chance historique de faire en sorte que toute une partie de la population puisse s'organiser en prenant la culture comme vecteur organisationnel pour résister à ce qui très probablement va venir. Parce qu'encore une fois, les élections brésiliennes ne seront pas un point d'arrêt à la crise que l'on vit au moins depuis le deuxième mandat de Dilma, mais ce sera un moment d'accentuation. Et il faudra à ce moment arrêter de penser en termes de politique de subvention, mais parler en termes de dialogue et de construction de rapports de force et de construction de pouvoir populaire afin de faire que des projets, un tant soit peu à gauche, puissent avoir le jour en Amérique latine. Parce que, encore une fois, ce n'est pas juste une question brésilienne, mais c'est une question de l'Amérique latine en entier, au bas mot. Et encore une fois, je pense que la culture, et ça c'est le travail que je développe à l'intérieur de mon groupe, de l'école de théâtre populaire, de travailler pour faire en sorte qu'il y ait dans des favelas, dans des quartiers populaires, il puisse avoir des noyaux autoréflexifs qui soient liés, certes, c'est vrai, on l'assume, à un projet politique, et c'est un projet de politique de résistance, un projet de politique de ne pas mourir, un projet de politique de pouvoir continuer à rentrer en fac, de pouvoir continuer à avoir accès à la santé, de pouvoir avoir une augmentation de droits, et encore plus si la conjonction nous le permet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Et donc, ces projets, c'est bien parce que cette question de la culture populaire, aussi des groupes de théâtre dans la favela, ça me permet aussi de faire la transition vers Raí. Parce que Raí, ça fait plus de 20 ans qu'il a créé Gol de Letra au Brésil, une association qui permet à des jeunes des quartiers défavorisés de favela, de communautés de São Paulo, avoir accès au sport, mais aussi à l'éducation. Donc c'est aussi une manière de faire du vivre ensemble, de créer du vivre ensemble pour des enfants, des habitants des quartiers qui ne font pas partie de la ville.
Donc, ce serait bien si tu peux nous raconter un peu ton histoire, ou en tout cas cette histoire-là, et comment cela contribue aussi pour créer une société brésilienne moins inégalitaire et moins raciste. Obrigado a todos. Bom, eu pego também o gancho do Juliano. Nós também temos trabalho em bairros populares. Assim, você vem para cá. Eu já vi para o seu lado. Acho que ele consegue falar. Ah, mas todo mundo falou em português. Eu vou ficar aqui e vou para aquela. Você quer falar francês ou português? Eu falei francês. É por isso que eu quero falar que falou muito bem. Né? Il parle très bien français, je suis parler français à la suite. Mas eu aproveito o gancho do Juliano. A Gondoleta está há quase 23 anos que existe. Donc, je profite de ce qu'a dit Julien pour rappeler que ça fait plus de 20 ans que Gold existe. Depois da carreira, eu quis me dedicar a uma atividade de ativismo social, ativismo político também, mas ativismo social. No começo, tentar provar na prática aquilo que era a minha crença, meus ideais, era o ideal de quem estava junto comigo. Après ma carrière sportive, j'ai voulu me lancer dans l'activisme social pour me mettre en accord avec mes croyances, mes idéaux, en les mettre en pratique. Exato. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o poder de transformação, de revolução, revolucionário, está na nossa população, está nos bairros pobres, nos bairros populares. O que falta são oportunidades, que é o que está sendo atacado agora. Et je crois très fort on va changer de micro. Je crois très fort que le pouvoir de transformation provient de la population, As oportunidades des opportunités qu'on leur fournit. são milhões de pessoas. Ce sont des millions de personnes qu'on a laissées de côté, qui sont invisibles. E aí eu venho a política de hoje, né? E quando je vois la politique que ataca, né, que tem esses alvos, qui a ces gens pour cible, e que torna tudo isso muito mais complicado. qui rend tout cela beaucoup plus compliqué. Quando a gente fala desse poder de revolucionário, né, da cultura que a gente bastante. Nós trabalhamos de esporte, mas esporte com Avec le sport educação, aussi, la communication, cultura, com ciência. la culture, la science. E é tudo que está sendo atacado, está Tudo que é sendo cortado de coupé, verbas. on coupe les budgets. Então, é claro, uma política clara. Donc c'est une politique qui est très claire. E quando, depois dessa minha reconversão para essa vida pós-atleta, Donc dans cette reconversion dans ma vie post-athlète, o Brasil vinha de uma redemocratização jovem le ainda. Brésil sortait de cette redémocratisation jeune Eu sentia que existia movimento grande de organização da sociedade et je civil. sentais qu'il y avait un grand mouvement pour l'organisation de la société civile. E quando, na verdade, assim, a gente pensa que está tendo uma iniciativa, na verdade, parte dessa onda de vontade de Brasil, de construir um Brasil mais justo, On melhor. pense qu'on prend l'initiative, mais en fait on fait partie de toute une vague pour construire un Brésil plus juste. E acho que um Brasil que o mundo espera, Et c'est le Brésil que le monde entier attend que a França tanto sempre admirou, né? et que la France a toujours A admiré. maneira de ser do brasileiro, a La criatividade, manière d'être du a Brésilien, sa ginga, a créativité, mistura. sa manière de danser, les mélanges. E finalmente a gente tinha a ideia de que a gente talvez de uma maneira ingênua, né, que estava num caminho Et on avait de peut-être evolução que não teria volta, on avait peut-être l'idée ingénue de penser que cette évolution était sans retour. E eu acho que o que aconteceu, que está acontecendo agora no Brasil, Isso que é um trabalho que que está aconteceu sendo com a eleição do Trump, Ce qui est arrivé avec l'élection de Trump aussi, mostra que o problema, né, que ça montre que le problème está muito mais embaixo, que tem que ter uma vigilância Il est constante, bien plus profond, uma resistência grande constante. vigilance, une résistance constante. E acredito que quando a primeira pessoa que me falou assim, Et la première personne qui uma m'a amiga parlé, que trabalha com advogados, une amie política e qui tudo, ela falou travaille assim,
avec le 2 anos antes das 2 ans eleições, avant l'élection, perguntaram assim, ele perguntou se você acha que o Bolsonaro tem chance de vencer. et je lui ai dit, tu crois que Bolsonaro va gagner? Ela me perguntou, né? E disse, Bolsonaro? Quem é Elle Bolsonaro? m'a dit ça, je lui ai dit, c'est qui Bolsonaro? Aí eu fui pesquisar, Donc je suis allé voir, aí eu vi ele insultando ele mulheres, et je l'ai vu en train d'insulter les femmes, incentivando violência contra en train de mulheres, pousser, questões de encourager la gênero, violence contre les femmes, homofobia, l'homophobie. defendendo Je l'ai torturadores. vu en train de défendre des tortionnaires. Ele seria impossível. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. E ganhou. Et il a gagné. E Trump ganha. Et Trump a gagné aussi. Trump ganha também. E então, quando eu queria que, né, para deixar mais fácil o debate, Et sei donc, lá, pour que ce soit plus simple pour le me débat, ater a je voudrais me rattacher tudo que foi dito Ah, sim, que aqui entendi. e com algumas mensagens que a questão de enfrentar esse problema de uma maneira que vai muito além. ce problème d'une manière qui va bien au-delà d'un seul pays, É um movimento que tem que ser um movimento global para mudar a direção pour changer la do que está direction. acontecendo, da radicalização, da morte, La radicalisation, la mort, da destruição do meio ambiente. la destruction de l'environnement. E isso tem que ter uma conexão global. É por isso que é tão importante um evento como esse. Il faut qu'il y ait une A conexão tem que estar globale. todo o tempo, a resistência tem que estar todo o tempo, e está sempre não deixar com que isso cresça. Il faut donc la résistance soit globale et qu'on ne laisse pas ces mouvements grandir. E outra mensagem, quer dizer, além desse trabalho de movimento global, é a questão da urgência. Et un autre message que j'ai au-delà de la question d'un mouvement global, c'est parler de l'urgence. Quando começou o movimento, vou citar um exemplo, né, o movimento climático, cuidado com o meio ambiente, Quand on commençait les mouvements contre le changement climatique pour l'environnement, imaginava daqui 100 anos, se continuar assim daqui 100 anos, a on coisa. pensait, si Agora já está a 50, já estamos falando de 30 anos. avant on disait, vous savez, dans 100 ans, ensuite c'était dans 50 ans, dans 30 ans. Então a urgência é muito maior. On voit l'urgence qui est chaque fois Se a plus gente não grande. encarar esses problemas e todas as possíveis soluções que foram citadas aqui, Si on ne fait pas face à ce problème et qu'on ne met pas en œuvre toutes les solutions com possibles, urgência, e quando eu falo com urgência, cada de nós é vetor desse movimento e dessa urgência. quand je parle d'urgence, je pense que chacun d'entre nous est le vecteur et le moteur face à cette urgence. Eu acho que o mundo vai ficar ingênuo como foi ingênuo, pensando que um cara como Bolsonaro seria eleito. Il ne faut pas qu'on soit ingénu comme je l'ai été en pensant que jamais un type comme Bolsonaro ne pourrait se faire élire. Voilà, je laisse le gouvernement. Merci beaucoup, Raïm. Maintenant, je voudrais aussi partager la parole avec vous. Vous êtes là, vous avez entendu, on a échangé. Donc, on pourrait passer un tour de micro dans la salle pour 2 questions ou 3. Et après, on revient vers les intervenants. Bon, il y a une question ici. Alors, peut-être commence par monsieur là-bas et on revient ici après. Merci des gens de vos portables. Que língua eu falar? En français. Le masque, monsieur, le masque, s'il vous plaît, parce qu'on partage le micro. Bon, je m'appelle Boris Dragovsky, j'ai vécu pendant une quarantaine d'années en Europe, après le coup d'État 64. Et je dois dire que je m'étonne beaucoup du ton de certaines des interventions. On est libre évidemment de ses idées, de ses positions, mais la chose la plus importante qui est arrivée au Brésil aujourd'hui, c'est la renaissance de la gauche. Depuis que Bolsonaro a pris le pouvoir, avant, il y avait un gouvernement de conciliation qui confondait toutes les choses, qui s'attribuait directement tout le mérite d'un commerce international qui favorisait le réformisme total. Et voilà que soudainement, après la montée d'un facho au pouvoir, par tous les moyens que nous connaissons, c'est pas une histoire à développer maintenant, il y a une renaissance de la gauche qui s'exprime par exemple hier, personne n'a parlé de ça, ça m'étonne énormément, des manifestations pour le Bolsonaro. Même si
ça pourrait être plus grand encore. Surtout à São Paulo, apparemment, ça n'était pas gigantesque, mais c'était important quand même. Mais c'est une chose extrêmement importante, et surtout qu'il y a une suite. Tout ce mouvement se donne une suite, et s'adresse réellement à la masse des travailleurs, et non pas seulement, ce qui est très bon, aux intellectuels, aux petits commerçants, etc. C'est trop long. Oui. Bon, alors excusez-moi, mais je voudrais simplement détacher ça, que nous sommes dans une situation de reconstitution d'une gauche au Brésil. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Il a une dame. Une dame juste derrière Dacia, la réalisatrice du film, et après on a le monsieur Frédéric Pagès ici. Bom, no Brasil a gente tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Então temos o agronegócio, temos... Donc au Brésil, il y a ce qu'on appelle le BBB, c'est-à-dire les députés de la balle, les députés du bœuf et les députés de la Bible, c'est-à-dire les députés qui sont à faveur de l'agrobusiness, les députés qui sont à faveur des évangéliques et des députés qui sont à faveur du lobby des armes. Então, não podemos resolver a questão do meio ambiente no Brasil sem tratar da questão do agronegócio, do boi e da terra, de acabar com a floresta para poder fazer, exportar soja, trigo, milho para o exterior, achando que isso é a salvação econômica do Brasil. Alors on ne pourra pas affronter la question environnementale sans affronter l'agrobusiness et tous ces gens qui pensent qu'il faut faire la déforestation pour faire des pâturages pour les vaches, qu'il faut faire du maïs pour l'exportation et que c'est ça la solution pour le pays. Por outro lado, nós temos a questão das cosmologias e das religiões no Brasil. D'un autre côté, on a la question des cosmologies et des religions au Brésil. Então, essa coisa que os evangélicos, os pastores em determinados tipos de igrejas pentecostais, que elas têm um poder, uma liderança muito grande junto a setores da população que talvez não tenham as informações necessárias para analisar essa conjuntura. Les églises évangéliques, pentecostales, protestantes, il y en a qui ont un pouvoir très fort et qui ont un accès à une population qui n'a pas l'accès à d'autres grilles d'analyse ou à d'autres manières de s'informer. Então, eu penso que a esquerda brasileira, ela está deixando de lado essas questões. Je pense que la gauche brésilienne elle a laissé de côté ces questions. Nesse movimento de resistir e de desconstruir, dans ce mouvement de résistance et de déconstruction, dessa situação bolsonárika que a gente vive, cette situation não bolsonariste, podemos sair dessa questão sem encarar esse tipo de problema. nous ne pourrons pas sortir de Então, ces isso questions que eu sans faire gostaria de face colocar. à ces problèmes et c'est ça que je voulais rappeler. Merci. Merci beaucoup. On va juste essayer d'être plus court et poser des questions plus directes parce que là, on ne sait pas qui va intervenir parce qu'il est, pour l'instant, il faudrait peut-être aller plus directement sur des questions. Donc il y a M. Frédéric ici, il y a Paulo. Donc il y a déjà 2 personnes. Je vais prendre ces 2 questions. Bon. Et après, je vais retourner la parole et après, on fait un autre tour de questions. Oui, alors, même si on n'est pas obsédé par les élections, je voudrais savoir quand même, au point de vue politique, où on en est au Brésil aujourd'hui dans la définition d'une alternative viable et possible à Bolsonaro. Voilà. Je voulais savoir où on en est, à gauche. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un point d'information un peu plus précis? Parce que, vu de France, ça reste très confus. Alors, je ne dis pas qu'ici aussi on est très confus. Voilà, ici aussi. Mais voilà, je n'ai pas très bien compris
qui s'articule avec qui pour proposer. Alors, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il me semble que la popularité de Bolsonaro décroît. Il me semble qu'il y a quand même une fenêtre de tir, comme on dit, une possibilité qu'une alternative gagne. Encore faut-il qu'elle soit définie plus clairement, parce que je rappelle quand même que Bolsonaro a l'air d'avoir quand même la faveur, je ne sais pas si c'est 25% de la population, et qu'avec 25% ou 30% d'une population, on contrôle un pays. Je rappelle que Hitler, au moment où les élections étaient encore libres en Allemagne, n'a jamais eu 50% des votes. Hitler a gagné le pouvoir avec 30-33% des voix. Macron aussi. Oui, exactement. Donc en fait, je veux dire, la minorité bolsonarienne, si elle est très décidée et très claire, elle peut finalement l'emporter. Je veux dire, si à gauche on est confus, on est divisé, j'ai peur de ça. Voilà. Merci beaucoup. Je prends Paulo dans l'ordre, et après je reviens pour les tours. Bem rapidinho. Jean, beijão para você, viu? A questão que eu queria colocar é, tivemos 3 manifestações, né, do Bolsonaro, uma segunda manifestação, que eu não sei como definir, e uma terceira que foi ontem, né? Alors, il y a eu la question que je vais poser, c'était par rapport, en fait, il y a eu 3 grandes manifestations. Il y en a eu une première, une deuxième organisée par Bolsonaro et une troisième hier. Queria ouvir de vocês como que vocês analisam isso, considerando que o Bolsonaro ainda consegue levar mais gente para a Avenida Paulista, ou mesmo para o centro lá do Rio de Janeiro, do que a esquerda. E qual que é o impacto disso, tanto para a derrubada do Bolsonaro ou para o processo électoral de 2022. Comment vous analysez le fait que, apparemment, les bolsonaristes arrivent à encore rameuter plus de gens dans les rues que l'opposition et que la gauche? Et qu'est-ce qui est possible de faire à la suite? Merci beaucoup. Donc, Paulo Eliès, je vais le présenter aussi. Paulo était militant des mouvements sociaux brésiliens. Maintenant, depuis 1 an et demi, il est aussi exilé politique au Portugal. Il travaille pour l'Organisation de la Citoyenneté Universelle, qui est une organisation aussi en France et en Europe, qui milite sous la question aussi des frontières et d'une citoyenneté pour toutes et tous égale. Voilà, je passe la parole à Jean. On va commencer par toi, parce que beaucoup de questions, beaucoup d'interventions parlent des forces des gauches brésiliennes, et la question aussi sur comment se dessinent les scénarios pour 2022. Eu estou ouvindo super bem as pessoas quando falam o microfone. A interpretação é que não está chegando para mim muito bem. Creio porque o intérprete está com medo de atrapalhar as falas e não está falando muito bem no microfone. Mas eu entendi muito bem a pergunta de Paulo. Eu não entendi a resposta do companheiro anterior, que eu preciso inclusive saber quem são os outros 2 companheiros, porque eu sei que está o Raí, o Jamil Chad, mas os outros 2 eu não vi. E a nossa companheira, quais foram os nomes para me referir a eles, porque senão vai ficar deselegante. Alors, donc en fait, il a bien entendu le public, mais pas tudo bem, pronto. l'introduction. Agora sim, tudo bem. Perdão, gente. Tá. Donc, forcément, tout ce que j'ai pu traduire, il n'a pas forcément tout entendu. A pergunta do Paulo é uma pergunta bastante complexa, difícil de ser respondida, porque essa pergunta tem a ver com a crise de representação também. Estamos vivendo uma crise, um momento de crise climática, um momento de crise nas democracias, de crise na informação e também de crise na representação. On a un moment de crise qui est une crise de la représentation, c'est aussi une crise climatique, une crise politique, mais avant tout une crise de représentation. Bom, eu vou fazer uma colocação aqui que tem mais a ver com o meu lado de ascendente aquariano, que esse ano com ascendência aquário, do que mais... Je vais faire une réponse qui a plus à voir avec le fait que je sois du signe du poisson. Ah pardon, Verseau. Do que mais... Je connais en Sagittaire. Astrologia sempre
A astrologia sempre provoca as pessoas. Então, vou fazer uma colocação. Eu vou fazer uma colocação aqui que tem mais a ver com esse lado intuitivo do que necessariamente com resultados de uma observação atenta científica. Né? Eu creio que Ce que je veux dire, c'est une affirmation qui a plus à voir avec mon côté intuitif qu'une analyse rationnelle de la situation politique. Eu acho que a tendência do futuro da humanidade é a gente se dividir não mais nos termos de esquerda e direita, mas se dividir entre aqueles que desejam um futuro do planeta e os que não desejam. Je pense que la division du futur, ce ne sera pas entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui veulent un futur pour la planète et ceux qui n'en veulent pas. De alguma maneira, claro, tradicionalmente a esquerda sempre esteve mais a favor do futuro do planeta em todos os sentidos. Alors, d'une certaine manière, c'est plutôt la gauche qui a lutté pour le futur de la planète. Bom, então, indo para a resposta concreta que o Paulo me fez, o Paulo Ives, é difícil para a esquerda manejar um discurso que chegue ao conjunto da população brasileira, que historicamente está alijada, separada do debate político. C'est très difficile pour la gauche d'avoir un discours qui touche la population brésilienne, alors que celle-ci est blessée et séparée du discours politique. A esquerda sempre conseguiu bons resultados nas urnas, porque durante os processos eleitorais, questões concretas, como a fome, miséria, moradia, acaba chegando à maioria da população. La gauche a pu gagner quand il y avait des problèmes très concrets qui arrivaient à la population, la faim, la misère, le logement. Essas questões só estão chegando agora às pessoas, concretamente. Então, enquanto a esquerda estava num nível de debate mais sofisticado sobre a deriva fascista do governo, o fenômeno da desinformação, a manipulação em relação ao Covid-19, os esquemas de corrupção, enquanto estava num nível de assuntos, como dizer, de maior interesse de quem é politizado, o povo não estava envolvido, como até agora não se envolveu diretamente. Quand on parlait de questions comme la dérive fasciste, la désinformation, ce genre de problèmes qui intéressent plus des gens qui sont plus politisés, cela ne touchait pas le gros de la population qui ne se sentait pas concernée par ces problématiques. Bom, com esses dramas concretos, como, por exemplo, o aumento do botijão de gás. Donc là, on a des questions concrètes qui sont l'augmentation du prix de la bouteille de gaz. A busca de ossos nos restos do supermercado. Então, com esses problemas concretos... acheter les os du supermarché parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter de viande. A tendência é, claro, nas próximas manifestações, a esquerda conseguir mobilizar muito mais pessoas. La tendance est qu'à l'avenir, la gauche réussisse à mobiliser plus de gens grâce à ces questions pratiques. Mas a comparação também não é muito justa, nem muito honesta, porque Bolsonaro mobilizou muitos recursos para as manifestações a favor dele, do 7 de setembro, colocou toda a máquina governamental a favor da convocação, teve apoio indireto dos meios de comunicação e gastou muito dinheiro na mobilização. Então, do ponto de vista do custo e da quantidade de pessoas, a gente pode dizer que as manifestações da esquerda foram muito mais bem-sucedidas do que as manifestações pró-Bolsonaro. Alors, il faut voir que la comparaison avec les manifestations organisées en soutien à Bolsonaro, elle est assez injuste, puisque Bolsonaro y avait accès à la machine de l'État, indirectement un accès médiatique très grand, un financement, ce qui fait que si on prend en compte le fait que Bolsonaro avait des outils pour mobiliser beaucoup plus efficaces que la gauche, on peut dire que finalement c'est peut-être une plus grande victoire pour la gauche d'avoir réussi à ramener des gens dans la rue. Então, e além disso, o ódio é uma emoção política muito mobilizadora.
as hostes bolsonaristas, elas estão movidas por essa emoção política, que é o ódio, que é uma emoção destrutiva, porém mobilizadora. Ao contrário da empatia e do amor e de outras emoções políticas. De plus, il faut savoir que la haine est une émotion destructive, mais qui mobilise beaucoup plus facilement, contrairement à l'amour et l'empathie. Bom, eu acho que mais ou menos eu estou dando uma resposta. Voilà, Agora eu queria fazer c'est ça que je peux vous répondre. uma observação sobre a pergunta anterior da companheira que fez uma acusação sobre a esquerda, que a esquerda está deixando de lado determinadas questões que ela colocou, como as questões ambientais, do enfrentamento às bancadas da Bíblia, do boi e da bala. Alors, je voudrais faire une remarque par rapport à ce que j'ai ressenti comme une accusation, comme quoi la gauche aurait laissé de côté des questions importantes comme les défenses de la balle, de la Bible et du bœuf. Essa é uma acusação um tanto injusta e generalizadora. C'est une accusation injuste et généralisatrice. Porque, na verdade, por exemplo, eu sou um cara de esquerda que fiz 2 mandatos parlamentares que estavam sustentados no enfrentamento dessas seitas evangélicas e da homofobia, do racismo religioso que essas seitas promovem em relação com outros setores da política. Parce que moi, par exemple, en tant qu'élu de gauche, j'ai passé mes 2 mandats à affronter justement donc, les députés de la Bible, puisque c'était contre les sectes évangéliques qui encourageaient l'homophobie et les discriminations. Aliás, uma das razões de eu estar no exílio, de ter sido expulso do país, era justamente o fato de eu ter contrariado com a minha agenda política esses setores da política brasileira ligados às igrejas neopentecostais fundamentalistas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été forcé de quitter le pays. C'est parce que mes luttes gênaient les églises néo-pentecostales qui défendent ces idées contraires aux nôtres. Sim. E, por fim, assim, só para deixar claro que o empreendimento neopentecostal não é só um empreendimento espiritual, de conversão das almas. As igrejas neopentecostais têm servido de lavanderia para negócios criminosos no Brasil. Alors, je voudrais aussi compléter et dire que toutes ces histoires des églises néo-pentecostales, c'est pas simplement pour conquérir des âmes, c'est aussi un outil pour le lavage de l'argent sale. Como as milícias, por exemplo, né? As milícias são organizações criminosas paramilitares que controlam territórios no Rio de Janeiro e exploram negócios. Les milices, qui sont des organisations paramilitaires qui contrôlent les territoires de Rio de Janeiro et qui font du business. E também o empreendimento neopentecostal dentro das terras indígenas, facilitando, por exemplo, o garimpo ilegal e a extração de madeira, além da conversão dos povos indígenas ao cristianismo neopentecostal. Il y a aussi l'investissement des néo-pentecostaux sur les territoires autochtones par la conversion, mais aussi l'exploitation des chercheurs d'or, des minerais. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils vont sur les terres des autochtones. Non mais attendez, il a plusieurs questions, donc il y a d'autres personnes. Les intervenants vont répondre. Question à ajouter. Non, d'accord, après. Merci. Non, ce sera là. Vou ser breve. Eu vou ser breve, professor. Je vais faire bref. Para muitas dessas perguntas, obviamente, não há hoje uma resposta clara. Esse é o grande desafio. Il n'y a pas de réponse claire à la plupart de ces questions aujourd'hui, c'est ça le grand défi. Estamos entrando no ano, provavelmente, dos anos mais importantes da jovem democracia brasileira, certamente. Nous rentrons dans une des années les plus importantes de la jeune démocratie brésilienne. Mas eu queria fazer uma relação rápida com a Hungria. Mais je voudrais faire un lien rapidement avec ce qui se passe en Hongrie. Eu falo que está com uma decalagem horária de 10 anos. Il y a un décalage horaire de 10 ans. E Orbán e o grupo conseguiu fincar o seu poder no país. Orbán et son groupe ont réussi à asseoir leur pouvoir sur le pays. Durante o período em que as oposições
Pendant un moment où les oppositions não conseguiram coordenar uma resposta. n'arrivaient pas à coordonner une réponse. E não estamos falando de candidato único, Et on ne parle pas d'un candidat unique, nem de governo de união nacional, ni de gouvernement d'union nationale, mas de uma resposta coordenada ao desmonte da democracia. on parle d'une réponse coordonnée au démantèlement de la démocratie. Então eu acho que essa é uma lição que a gente tem que olhar. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut que nous observions. Isso eu vou ser breve mesmo, e só para completar, sobre o Jean, sobre amor, Jean. Por que não o amor como subversão? Et pourquoi pas ne pas prendre l'amour comme un sentiment subversif? Pelo seguinte, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, senão uma declaração de amor à humanidade? Qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme si ce n'est une déclaration d'amour à l'humanité? E de transformar justamente o amor na capacidade de você fazer política. Et transformer cet amour en une capacité de faire la politique. Não é o amor adolescente que é genial. Ce n'est pas l'amour adolescent qui est génial. Mas é o amor como ideologia política. C'est l'amour en tant qu'idéologie politique. Qu'est-ce que ça veut dire? É você cuidar, s'occuper da floresta, cuidar do outro, cuidar do vizinho. Tem uma escritora em Roma que escreveu outro dia sobre os canteiros de flores de Roma. Isso. Mas por que falar disso? Pourquoi parler de ça? Porque, um exemplo, a vacina provou Parce que, par exemple, le vaccin a prouvé que eu preciso vacinar o meu adversário de vacciner mon adversaire para sobreviver, para eu sobreviver. Pour que moi je puisse survivre. Essa mesma lógica Et c'est avec cette da floresta. Essa mesma lógica do meio ambiente. Essa mesma lógica da sobrevivência democrática. Reconhecer a derrota. Reconnaître la défaite. É esse amor que eu estou falando. E por isso, já, de repente, o amor como subversão Et c'est pour ça que je vois l'amour comme une subversion. pode ser tão poderoso como o ódio. Il peut être aussi fort que la haine. É isso. Voilà. Eu não vou repetir o que o Jean já colocou, mas eu só queria falar com Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a déjà dit Jean. Da questão que a Darcy colocou sobre a bala da bancada, da bala, do boi e da Bíblia. Je voudrais répondre à Dacia sur cette question du député de la balle, du bœuf et de la Bible. Então, justamente por isso que eu digo que não há salvador da pátria. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de sauveur de la patrie, leader providentiel. Porque nós temos um parlamento, né, Nous avons un parlement totalmente comprometido com o agronegócio, com a ideologia das igrejas qui s'est engagé auprès de l'agrobusiness, de l'idéologie des églises e da bala. et des balles. E vou me ater só nessa, em duas questões. Donc je vais me retenir plutôt deux questions. E a bancada da bala, eu lembro que em 2015 Le lobby des armes, je me rappelle qu'en 2015, tinha no Brasil um debate sobre a redução da maioridade penal. il y avait un débat sur la réduction de la majorité pénale. E justo essa bancada da bala, Et donc le lobby des armes, eles financiaram ils a ont financé campanha, la campagne. aliás, os empresários que ganharam a licitação D'ailleurs, ce sont des entreprises qui ont gagné le droit de para a construção de presídios. construire des prisons. Eles financiaram esses parlamentares Ils ont financé des parlementaires para justamente cumprir esse papel, né, de possibilitar a construção de mais presídios. remplissent ce rôle qui est de rendre possible la construction de plus de prisons. E como justificar a construção de mais presídios? Comment justifier la construction de plus de prisons? Encarcerando a juventude. En incarcérant la jeunesse. Então, para encarcerar a juventude, vamos se aprovar a lei que o filme mostrou, né, que o país ele passou a ser governado por leis. Et donc, pour faire emprisonner ces jeunes, il faut faire passer des lois. On voit que le pays est Então, cria-se um projeto de lei de redução da maioridade penal. On fait des projets de loi pour la réduction de la majorité pénale. Então, em nome desses interesses,
C'est au nom de ses intérêts se monta, né, essa bancada e, qu'on a infelizmente, monté ce lobby. a igreja hoje é um poder paralelo, a gente não pode negar. Et malheureusement, aujourd'hui, les églises sont un pouvoir parallèle, on ne peut pas le nier. Je dirais, ici, Já dialogando, para finalizar com o que ele coloca, que a direita conseguiu reunir mais pessoas. À réunir plus de gens. Isso, na prática, é muito, como é que se diz? Pobre da gente fazer essa análise. Dans la pratique, c'est une analyse très pauvre de ma part. Uma vez que o Brasil é contaminado de muitas igrejas, a igreja ela surge primeiro. Les églises, et ces églises ont surgi tout d'abord. Se tem uma ocupação, em muitas a igreja chega primeiro do que a mobilização. Quand il y a des occupations, les églises arrivent avant la mobilisation. Então, houve uma mobilização dos pastores para alugar ônibus, pagamento de pessoas. Então, assim, na prática, essa mobilização gigantesca, ela não existiu. Cette mobilisation gigantesque, elle n'a pas vraiment existé. Muita gente foi para lá para ganhar os R$100. Il y a plein de gens qui sont allés là-bas pour avoir 100 réals. Que foi o valor pago justamente em função da miséria, né? Justement à cause de la misère. Diferente das manifestações organizadas pela esquerda. Et c'est différent des manifestations organisées par la gauche. Donc je ne suis pas d'accord sur votre analyse dans ce sens. Julien. Bon, ouais, je vais essayer de répondre vite fait à ces deux questions-là. Et ensuite, je vais aussi parler sur les églises évangéliques. Alors d'abord, la situation politique au Brésil. D'après les sondages, je n'ai pas les sondages exactement en tête, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il y a eu le dernier, mais Lula arrive en premier, et même peut-être il y aurait des chances, si la courbe continue, enfin si ça continue comme ça, à ce qu'il passe le premier tour. Donc il y a une grande chance par rapport à ça. 46-23, voilà. On est du simple au double, donc, entre Lula et Bolsonaro. Il n'y a pas une troisième voie qui est en train de se construire. Les autres, c'est une course de 1 à 5%. Voilà, enfin, ça ne représente pas grand-chose. Et la tendance semble indiquer, on est à 1 an de l'élection, que Lula gagnerait. Et la tendance semble indiquer aussi, et là je vais donc à la deuxième question, la deuxième partie, que Lula sera le candidat unique de la gauche à ces élections-là. Et donc quand on parle de reconstitution de la gauche, moi je veux bien, mais j'aimerais la voir. C'est-à-dire que moi je pense que c'est... je ne sais pas si les autres seront d'accord, mais je pense que c'est une vraie erreur tactique, et voire encore plus que tactique stratégique, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un candidat de la gauche à se présenter pour ces élections. Je rappelle les élections passées, quand Haddad s'est présenté pour le PT et Boulos s'est présenté pour le PSOL, ça a été un moment où une grande partie de la population brésilienne a connu le nom de Boulos pour la première fois. Il a fait 1% à ces élections-là, mais ensuite il a fait sa campagne pour préfet, je veux dire, pour maire de São Paulo, et c'était une campagne superbe, une campagne où il est arrivé au second tour, où il y avait même certains qui pensaient que peut-être, et évidemment cette campagne-là, elle a commencé dans la campagne présidentielle d'avant. Donc ne pas présenter un autre candidat sur la gauche, pour moi c'est détruire la possibilité de construire une autre figure publique. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre du sol ici. Enfin non, pas moi, non, je ne suis pas le seul, mais bon, bref. C'est détruire la possibilité de construire une autre figure publique. C'est aussi tout miser sur un pari qui est un pari très risqué. J'ai énormément de respect pour Lula. Lula arrive à faire des choses absolument incroyables, tout ça, mais ne parier que sur Lula et faire en sorte que toute la gauche puisse être déqualifiée au cas où le gouvernement Lula soit un échec, je pense que c'est quelque chose de très 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 risqué. Sur le nombre de personnes dans une manif, dans l'autre, je pense que c'est des débats assez compliqués, parce que moi, ce que je vois quand Bolsonaro arrive à ramener des centaines de milliers de personnes dans la rue, c'est une organisation. C'est une organisation. Une organisation, certes, alors il y a de l'argent, ça s'appelle une organisation. La CUT,
les syndicats avaient de l'argent pour de plus. C'était une organisation très forte qui, pour des raisons X ou Y, que voilà, c'est pas le moment de développer ici, est moins forte aujourd'hui et n'arrive pas à avoir ces moyens-là. Et donc, c'est des organisations qui s'affrontent, et je pense qu'il faut calculer sur le terme des chiffres de personnes dans la rue, et pas de savoir comment les gens sont arrivés là-bas, parce que de toute façon, nous fait j'ai 12 ans, je sais pas comment dire en français, au moment où les choses vraiment, où le coup près tombe, la question c'est de savoir combien il y a de personnes dans la rue d'un côté ou de l'autre. Donc, et une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de personnes qui vont dans les manifs de Bolsonaro, pour revenir à ça, c'est grâce aux églises évangéliques. On en parlait beaucoup des églises évangéliques, et tout ce qui a été dit est vrai. Mais moi, ce que j'aimerais parler l'angle que j'aimerais prendre pour parler des églises évangéliques, c'est l'angle du croyant. C'est pas l'angle de l'organisation. J'arriverai à l'organisation plus tard. Mais en tant que croyant, qu'est-ce qu'une personne gagne à faire partie de cette organisation-là, de cette église? Je vais vous dire ce qu'elle ne gagne pas. Elle ne va pas pour écouter le curé. Enfin, le prêtre, je ne sais pas comment on appelle, le pasteur, je ne sais pas comment on dit, le pasteur. Elle ne va pas là pour écouter le pasteur. C'est quelque chose qui est secondaire, je dirais, par rapport à participer à l'église. Qu'est-ce qui est important pour participer à l'église? C'est que dans l'église, c'est grâce à cette église qu'on trouvera les frères et les sœurs, c'est comme ça qu'ils parlent, pour construire la maison dont on a besoin dans toute favela, que s'il y a une inondation, ce sont eux qui vont nous passer un matelas pour qu'on puisse dormir. Quand on perd un boulot, souvent c'est à l'intérieur de l'église qu'on trouvera un boulot. C'est là qu'on trouvera l'amour de sa vie. Si on est une femme, il y a une médiation de l'église qui n'est pas fonctionnelle tout le temps, mais une médiation de l'église qui peut servir en cas de violence domestique. C'est aujourd'hui l'espace de réinsertion des prisonniers le plus important du Brésil, les églises évangéliques. Et donc, en fait, c'est un circuit social d'une solidarité qui se crée, une solidarité populaire, horizontale, qui est assez incroyable, mais qui est mise au service d'un projet politique absolument détestable, absolument atroce, et tout ce que vous voulez. Mais si nous, à gauche, on vient en pensant on apportera des bons arguments, et ils vont comprendre ce qu'on nous dit, parce qu'ils n'ont pas accès à X ou Y, dites-moi comment faire quand une personne vit dans ces églises-là, et un circuit de sociabilité tellement dense, tellement fort, et on vient juste avec une information. Et c'est pas tomber dans un mythe illuministe de penser que nous, on est intellectuellement supérieurs et qu'on passera ces informations à ces gens-là. Enfin, souvent, on s'étonne sur le fait que, ah oui, les mamadelles de Chipiroc, les biberons avec des phallus dessus. Comment quelqu'un peut croire à ça? Ben justement, comment quelqu'un peut croire à ça? Quelle est la réalité dans laquelle une personne vit pour qu'elle croie à ça? Quelle est cette réalité complètement folle et délirante pour qu'une personne puisse croire à ça? Et la réalité au Brésil, elle est folle et délirante. Et donc, le projet des écoles de théâtre populaire, c'est essayer justement d'être ça, d'être des endroits de solidarité concrète, populaire, horizontale, et de faire en sorte que les gens n'aient pas à croire à des choses absolument farfelues, parce qu'on n'est pas en train de donner des informations différentes, mais d'essayer de créer des espaces de sociabilité différentes, de créer des espaces de réalité différentes. Je ne sais pas si ça se comprend, mais bon. Merci beaucoup. Donc, on va quitter la salle très rapidement. Je sais qu'il y a une dame ici, une dame là-bas. Je ne peux pas pouvoir faire, parce que les deux attendent depuis le premier tour. Donc, je prends les deux questions. Et après, il va falloir commenter. Bon, merci, oui, ça va être très très court, c'est plus de l'information, parce que merci beaucoup pour toutes les analyses. Je pense que je suis complètement d'accord, la question est tous les pays se ressemblent en ce moment, enfin, en tous les cas, les mouvements sont en train de se passer pour laminer tout mouvement de protestation et tout mouvement citoyen. Tout est fait pour empêcher le peuple de prendre son avenir en main. Mais les deux questions que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a au niveau des mouvements sociaux, justement sur cette question d'éducation populaire, c'est-à-dire d'éducation à la citoyenneté, est-ce que ça fonctionne
non pas la prise de conscience, comme vient de le dire, même si ça en fait partie, mais ça demande du temps. C'est l'organisation de lieux alternatifs, d'organisations alternatives. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir, parce que sinon ça demande du temps. Surtout avec l'objectif de sauver la planète, même si on est pressé, le temps que tout le monde en prenne conscience, ça va nous demander du temps. Ça, c'est la première partie, donc une espèce de convergence de lieux alternatifs au niveau des mouvements sociaux. La deuxième, c'est comment se manifeste la répression individuelle des gens ou des communautés. Il n'y a pas que la police, j'imagine, il y a d'autres, toutes autres formes de prise de risque, j'imagine, enfin de pression. Je ne sais pas si je suis claire, merci. 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 Donc, il a une deuxième question au milieu de la salle, madame. C'est pas une question. Il marche non, il marche pas. C'est pas une question, c'est un questionnement. Le temps é limitado. Não é uma pergunta, é um questionamento geral que não precisa resposta hoje. Por quê? A pergunta que Érica fez a João Luís, que é perfeito, que é maravilhoso, etc., não respondeu, que é uma questão fundamental da relação das esquerdas, justamente, com o trabalho concreto de político. Em 2000, a pergunta João Luís era por que mudou do PSOL para o PT agora? Em 2016, porque essa análise das esquerdas que se congratulam sem jamais fazer autocrítica está completamente impossível de suportar. Parênteses, gosto muito do começo de autocrítica que está sendo feito hoje. Na França, como no Brasil, falta isso há muitos anos. Willis, eu acabo, um minutinho. Falta isso de por que só agora volta a apoiar Lula. Em 2016, não tinha no Brasil, na França, nem jornalista, nem ninguém para defender Lula. Eu não sou uma fixada no Lula, mas na época, se as pessoas tivessem tomado consciência da dificuldade do problema gravíssimo que isso ia engendrar para a população brasileira e para o mundo inteiro, eu acho que as pessoas que teriam tido talvez um pouquinho mais de cabeça para refletir sobre o vamos dispersar as esquerdas. Na França, a dispersão das esquerdas vai dar à extrema-direita nas eleições de 2022. PT, saudações. Donc, c'était une reformulation de la question qu'Erika avait faite et auquel Jean-Louis n'avait pas répondu. Voilà. É porque sem ver toda a dinâmica fica difícil. Eu quero fazer um comentário, dois comentários agora. Primeiro sobre a fala em relação às igrejas não pentecostais. Acho que nós merecíamos fazer um seminário só sobre o fenômeno das igrejas não pentecostais no Brasil, inclusive talvez com representantes das igrejas não pentecostais. Mas eu não estou convicto. Donc, alors d'abord, pour la question des églises néo-pentecostales, je pense qu'il faudrait qu'on organise un séminaire justement sur ce sujet, parce que c'est un sujet très complexe. Voilà. Esse fenômeno é um fenômeno muito complexo, não está isolado. C'est un complexe qui n'est pas isolé. As igrejas não pentecostais no Brasil têm uma forte influência da direita cristã americana. C'est des églises qui sont fortement influencées par la droite chrétienne américaine. E elas não se estabelecem como espaços horizontais de sociabilidade. Mais ce ne sont pas des espaces horizontaux de sociabilité. Não há, elas podem ser espaços de sociabilidade que chegam antes do Estado e ocupam o lugar do Estado e ocupam antes e mais rápido o lugar de outras organizações políticas como os partidos e sindicatos. Elles sont des organisations qui font le travail de l'État avant l'État, qui font le travail de l'État, le travail plus
plus rapidement que les organisations, les associations qui devraient le faire à sa place. Mas tratá-las como espaços de horizontalidade, de sociabilidade horizontal, não é verdade, é um equívoco, porque as mulheres estão sujeitadas à dominação masculina. Ce n'est pas vrai de dire que ce sont des espaces horizontaux puisque les femmes sont soumises à la domination masculine. As mulheres sofrem violências domésticas e abusos sexuais acobertadas de seus maridos, companheiros, dos próprios pastores, acobertadas pelos pastores e pelas estruturas das igrejas. Les femmes qui subissent des violences ou des abus sexuels, leurs agresseurs sont couverts par les pasteurs et par les églises. E o preço da solidariedade concedida à população pobre é que ela se torne cada vez mais homofóbica, expulsando filhos gays de casa, submetendo-os à tortura de terapias de conversão e violência contra pessoas trans. Et le prix de cette solidarité qui est accordée à la population, c'est d'expulser leurs enfants homosexuels de la maison, de discriminer les transsexuels et de soutenir les thérapies de conversion. Isso sem falar do racismo religioso, ou seja, da exigência de pais de santo, mães de santo, ou seja, adeptos das religiões de matriz africana, se convertam compulsoriamente ou sejam expulsos da comunidade onde essas igrejas mantêm laços com organizações criminosas. Sans parler du fait qu'on demande aux gens des religions de matrice afro-brésilienne de se convertir ou d'être exclus de ces espaces qui sont souvent contrôlés par des milices. Então podemos dizer sim, que são espaços de sociabilidade que são mais rápidos do que a esquerda tem conseguido fazer, mas que são espaços de horizontalidade, solidariedade horizontal e hierarquia, isso é um equívoco. Voilà, donc je suis d'accord pour dire que ce sont des espaces de solidarité qui arrivent vers la population plus rapidement que les autres institutions ou organisations, mais on ne peut pas dire que ce sont des espaces d'horizontalité. Sobre a divisão das esquerdas, o Oscar Wilde tem uma frase muito interessante sobre as esquerdas. As esquerdas perdem muito à noite. Alors, par rapport à la division de la gauche, la phrase d'Oscar Wilde, gastam muito à noite, perdem muito à noite. C'est qu'il dit que les gens de gauche perdent beaucoup leur nuit. O que as esquerdas estão em permanente autocrítica, elas se autocriticam demais ao ponto de se dividirem e deslocar sua libido e sua energia justamente para isso, para as divisões, para os narcisismos das pequenas diferenças. Ils se consacrent trop à leur autocritique et à se disputer entre eux. Ils perdent leur libido dans ce narcissisme au lieu de s'occuper de l'adversaire, c'est ça. Mas eu diria que essa é uma característica da esquerda do século XX. Eu pertenço à esquerda do século XXI e há muitos movimentos sociais, ambientais, interseccionais, cada vez mais pensando de maneira nessa interseccionalidade, pensando, deixando as diferenças de lado para construir esse espaço comum. Mais bon, je dirais que ça c'était une lecture de la gauche du XXe siècle et que moi je fais partie de la gauche du XXIe siècle et ce que je constate c'est qu'il y a à chaque fois plus une convergence des luttes entre les luttes pour le changement climatique, les luttes des minorités, des gens qui vont être dans la complémentarité plutôt que la rivalité et tout un travail sur l'intersectionnalité des luttes que je trouve très intéressant. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on aurait pu rester ici, ça fait 2 heures qu'on est là. On aurait pu continuer encore 2 heures. Le schéma est long et on a un schéma à parcourir ensemble avec nos différences. Et ça, c'est très important et pour autoriser, c'est très important d'ouvrir un espace démocratique pour l'échange des idées. Mais avant, moi, je ne vais pas conclure ce débat. Je laisse à Rai essa tarefa. Mais j'aimerais bien qu'il prenne la parole pour qu'on finalise le débat. D'accord, bon, question. Merci, M. Chabar, c'est toujours très, très riche des échanges comme ça. Oui, je suis d'accord aussi qu'il y a un problème complexe de l'Église, mais l'Église
vraiment occupe un espace que l'État du Brésil n'est pas présent. Et pour conclure, quand on se parlait l'autre jour, j'ai dit que je voulais un t-shirt avec un bel message. Je crois que la gauche du Brésil, les humanistes et l'amour, a besoin des causes. Et là, on a une cause qui représente beaucoup au Brésil. Moi, je ne suis pas de Rio. Je connais moins l'histoire de Marielle Franco. C'est absurde, c'est tout ce qui s'est passé, qui se passe toujours, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, oui. 3 ans déjà. Donc c'est la même chose que je dis à Erika, quand elle m'a invité, j'aimerais bien avoir un petit chose avec un message. Quem mandou matar Marielle? Ah, ele sabia a mão mesmo. Quem mandou matar Marielle? Porque representa uma mulher guerreira que saiu do meio popular, negra, homossexual e com poder revolucionário e que foi assassinada terrivelmente. E que a gente fala de Bolsonaro ou do poder que as instituições estão sendo ameaçadas, isso é uma prova. Então, se a sociedade brasileira e a sociedade internacional também deixar com que isso fique impune, vai ser a prova de que as instituições estão acabando. Representa muito, é um símbolo e que representa muito para a nossa sociedade. Por isso que, e obrigado de ter conseguido, que muita gente que colocou, então fica a mensagem, não vamos esquecer desse símbolo que representa muito da perversidade que a gente está vivendo. Marielle Franco qui est un symbole très fort et sa lutte doit être efficace puisque c'est ce qui nous permet d'avancer. Et donc voilà, je voulais remercier qu'ils aient fait ces t-shirts. C'était très important et c'est ce qui nous unit, c'est cette lutte pour l'amour. Et je crois que j'ai perdu un détail, mais vous avez l'air d'avoir compris. Merci Rai, merci Jamil, merci Julien, merci Leila, merci Jean-Louis. À bientôt. Merci à vous d'être là. Il y a encore la séance de clôture.